toujours envie de faire plus vite. Ça a été une force, je pense, parce qu'on a réussi à faire pas mal de choses. Ça a été encore une fois une certaine forme de limite parce qu'on a été bon partout, mais jamais excellent encore une fois sur certains sujets précis. On s'est un peu éparpillé. Et ce qui a été vraiment le marqueur, un peu le tournant pour Com et pour les premiers gros budgets, ça a été le spot télé qu'on a fait pour Merci Andy avec Louis. Il y a un appel d'offres pour un spot télé. On se positionne avec une offre imbattable. Au niveau financier, je crois un truc à 25 ou 30 000 euros quand normalement je l'aurais facturé peut-être 100 ou 150. On a gagné, je pense, mais on a perdu de l'argent honnêtement. Mais on s'est vraiment dit, si on a ça, on fait nos preuves. C'est ta tête de gondole quoi après. Exactement. Et je te passe tous les détails, mais on fait la vidéo, elle se marche super bien, les canons. Et il s'avère qu'on a vraiment des demandes derrière pour faire des spots télé, Paper Nest. On a eu Tape rapidement, Ali qui nous a fait confiance pour un budget. Une marque de tapis aussi. C'est ça, c'est Tape, ouais. Ah, un oui, budget à 200 000 et ça se dit Tape, moi je crois que ça se disait Tapey ou un truc comme ça. Non, c'est Tape, ouais. Ok. Et à partir de là. Je tenais vraiment à remercier le partenaire de la saison 1 de Club Sandwich. Tu le connais forcément. Il s'agit de Shine, le compte pro qui libère le potentiel de déjà plus de 100 000 entrepreneurs. L'idée, c'est de te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel de ton business, grâce à une seule app qui regroupe toutes les fonctionnalités bancaires pro dont tu as besoin. C'est sans engagement et l'ouverture de compte est super rapide. Et bien entendu, je vous ai négocié une offre assez ouf avec les 3 premiers mois offerts. Pour en bénéficier, il suffit juste de passer par le lien qui est en description. En gros, tu n'as rien à perdre, tout à gagner à créer ton premier compte pro sur Shine. Et évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir ce nouveau média, ce nouveau podcast. Donc merci beaucoup à Shine et plus particulièrement à Juliette qui soutient ma création de contenu depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup pour la confiance, merci Shine et bon épisode. Hop. Du coup frérot, Bordeaux? Ouais, moi j'habite à Bordeaux, ouais. Tu sais que Adrien Mignati, fondateur de l'Uni là dont je t'avais déjà parlé, je connais très bien. Il a lancé son resto Neta, place je sais plus trop où. Tu sais, c'est ouf mec, je viens juste de voir la story là. Et ben premier resto festif, un peu comme les merde, pas les Big Mama, mais les de Paris Society, exactement. Ouais. En mode resto festif, etc. Il ouvre vendredi le premier resto, première teuf, etc. Donc, mais c'est ouf que tu me dis ça, parce que c'est vrai que je sais que vous êtes potes, etc. et tout. Et je viens juste de voir sa story là, je me dis, ouais, il doit faire la pub pour un pote ou quoi. Non, le mec, il ouvre son resto festif quoi. Il est partout. À Bordeaux, je pense, il est partout. Et pas qu'à Bordeaux d'ailleurs. Adrien Mignati, donc fondateur des applications Luni, etc. Ouais. Je pense que c'est l'entrepreneur le plus discret et humble que je connaisse. Et pourtant, c'est sur le papier, c'est la star des entrepreneurs à Bordeaux. Et le mec ultra gentil, etc. Une fois, on avait même fait un dîner du Poney Club. Tu sais, c'est mon club d'entrepreneurs que j'ai à Bordeaux. Le mec, il nous avait invités dans ses locaux, il avait tout régalé, tout payé, etc. Enfin, je veux dire, tu vois, il n'était pas obligé de faire ça. Et il faut savoir qu'il a les premier ou deuxième plus beau bureau de Bordeaux, c'est un petit peu la guerre. C'est un peu la guerre entre Villa Maria et deux. Ouais. Mais en fait, c'est un hôtel particulier qui fait, je sais pas combien de centaines ou de milliers de mètres carrés. C'est 1200 mètres carrés. Il a un terrain de volley paddle, tu vois, dans une salle. Tu pourrais lui dire, tu pourrais y mettre des équipes. Il fait, non, c'est mort, là, c'est pour le paddle, enfin, c'est pour le volley, etc. Là, c'est pour la salle de sport. Il a plein d'endroits, c'est juste pour chiller. Il veut absolument pas y mettre des bureaux parce qu'en fait, il veut que ce soit les bureaux les plus chill de Bordeaux pour ses équipes. Enfin, il a lu le livre L'Arec Padrec de Netflix, on en a pas mal parlé, je sais pas si tu l'as lu ou pas. Ah, j'ai adoré, c'est l'un de mes livres références. Bah de fou, qui est dur moi à appliquer, on en parlera mais chez Co, mais pour lui pour le coup ça colle bien parce que c'est des profils plus seniors, des profils un peu plus expérimentés. Et donc le livre, c'est de responsabiliser ses équipes et que la performance augmente de fou. Et donc tu vois, il leur met à dispo, je crois, Deliveroo à volonté, autant de vacances qu'ils veulent à l'année. Et en fait, ça fonctionne de fou. Donc ouais, non, gros. Ouais, ça, tu vois, le traiteur et le barman qui étaient là pour notre événement du Poney Club, il me disait qu'en fait, il venait là tous les vendredis et il régalait de bouffe toute l'équipe, etc. Mais en fait, c'est ça, parce que lui, en fait, c'est de la haute performance. Il a que des rockstars. Je pense qu'ils sont très bien payés, mais qui sont 100% libres et qui ont fait une qualité au travail, enfin il a tout compris. Bon en vrai, encore une fois, pour le faire, il faut déjà quand même avoir une tête bien faite, avoir un bon produit, un bon track record, l'argent pour le faire, etc. Mais dans tous les cas, lui, en tout cas, c'est un vrai cercle vertueux. Et je sais pas c'est quoi les derniers chiffres là qui sont annoncés ou quoi, mais je crois qu'il fait plus de 50 millions de chiffre d'affaires, avec un EBITDA assez insolent, je crois. Donc, 40, je crois. Enfin, ouais, il est lunaire, c'est un ovni. Mais bon, voilà, Adrien, on t'embrasse. On n'avait pas prévu que tu fasses l'intro de ce podcast, mais en tout cas, c'est une bonne entrée en matière. Bonjour Harold. Bonjour Hugo. Merci d'être là. En tout cas, trop cool de faire partie des 12 premiers là, qui viennent dans ce nouveau podcast, du coup Club Sandwich.
comme j'étais pas sûr d'être à l'aise dans ce rôle de host, etc., j'ai pris du coup 12 mecs que je connais très bien, qui ont tous la même vision, la même ambition, etc., qui ont mené des boîtes de 0 à 1, de 1 à 4, qui ont déjà revendu des boîtes, qui ont déjà fait des levées de fonds, enfin bref, qui sont un peu sur toutes ces problématiques et toutes ces vies d'une boîte. Du coup, là où ça m'intéresse de revenir avec toi, donc principalement pour parler de Com Vidéo et de toute cette galaxie que tu es en train de créer avec ton associé autour de ça. Peut-être en intro, 5 minutes, on n'est pas obligé de revenir sur de faire la page Wikipédia d'Harold Gardas, Okay. etc. Mais voilà, pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas, si tu peux du coup te représenter et nous dire d'où tu viens et comment tu es arrivé en fait, à monter Com il y a 4 ans maintenant. 4 ans, on a fêté nos 4 ans il y a 2 semaines. Alright, let's go. Alors rapide, donc j'ai 31 ans, je viens du 92, de Ville d'Avray, une petite ville juste à côté de Paris. J'ai en vrai un parcours un peu classique, école de commerce en 5 ans, pas forcément ultra studio, vraiment genre plutôt fond de la classe, dernier de la classe, mais toujours en mode démerde de ouf. Et à ma 3e année, je rencontre un prof entrepreneur qui me donne l'envie de passer un peu à l'étape de l'entrepreneuriat. Donc tu vois, je vais vite déjà sur la partie professionnelle. Mais au bout de la 3e année, je lance ma première structure qui s'appelle Ilo, une boisson relaxante que j'ai montée avec Olivier, que tu connais bien puisque c'est ton associé, chez Kimono. Et on monte ça pendant 2 ans, on revend la boîte, on se fait un peu de cash, trop cool. On essaie de remonter d'autres boîtes, en tout cas moi de mon côté qui ne fonctionne pas. Je passe par le salariat, je vais en finance, en recrutement. Tu sais, j'ai toujours été un peu en mode, mais depuis tout petit, velléitaire de ouf, je veux tout faire et je fais tout pas hyper bien, tu vois, jamais été excellent nulle part. Ouais, un peu FOMO, opportuniste, etc. De fou, exactement. Moi, c'est mon principal défaut d'entrepreneur, etc. Donc je comprends. Ouais. Dès que il y a un nouveau truc, tu dis putain, mais en fait, je lâche ce que je fais et je commence à faire une nouveauté et ça a du bon, je pense, à un moment de vie. Après, il faut savoir le structurer et bien s'en servir, mais en tout cas, donc voilà, je fais ça m'amène jusqu'à mes 27 ans où je suis dans un cabinet de recrutement, je décide d'en lancer un. De nouveau avec Olivier d'ailleurs qui s'appelait Tatami, on recrutait des commerciaux pour des boîtes et ça marche bien, c'est un business model qui est très rentable le recrutement vraiment, mais pas de folie, pas de cette passion, j'ai toujours kiffé moi l'univers un peu créatif, gros consommateur de YouTube, de films, enfin je suis toujours été animé par ça et je me suis toujours dit que je voulais monter une boîte dans cet écosystème que je connais au final peu techniquement. Et donc, pendant que j'ai Tatami, je décide de lancer une muse, donc une boîte qui s'auto-alimente qui s'appelle Com. Le but initial de Com, c'est de démocratiser l'accès à la vidéo. Donc, c'était de se dire que tu as plein d'entrepreneurs qui lancent des boîtes, mais ça coûte une blinde de passer par des agences pour créer du contenu vidéo et se différencier, donc ils n'en font pas. Et je me suis dit comment est-ce qu'on peut co-construire avec eux la vidéo pour qu'ils aient accès à ces contenus très qualitatifs et différenciants dans leur écosystème sans que ça leur coûte trop cher. Et donc Com se lance il y a 4 ans, je te passe là rapidement le 0 to 4, mais en gros on est aujourd'hui donc 40, on fait bientôt 4 millions de chiffre d'affaires et on a vachement diversifié ce sur quoi on était très bon initialement, c'était la boîte de prod technique de la vidéo. Maintenant on a un modèle un peu plus d'agence où on a aussi le volet stratégique qu'on a inclus dans notre modèle et voilà, pour faire simple et futur papa bientôt le 10 janvier, c'est le plus important, vraiment j'en rêve depuis que je suis tout petit, donc voilà. Fille ou garçon? Petite fille. Ah, on aime. Tu me donneras des conseils. Yes, carrément. Bon bah écoute, c'est cool Harold, en effet, on va revenir du coup comment tu as lancé Com. Je pense que moi c'est alors moi bien sûr je te connaissais parce que du coup on a un ami en commun qui est Olivier, avec qui moi j'avais monté Kimono, toi qui es ton ami d'enfance, je crois. Vous étiez quoi, à la primaire, au collège ensemble? C'est connu, je crois, on avait 7-8 ans, je pense. Ouais. Comme ça. Voilà, donc on s'est connus un peu dans cet univers-là. En plus, comme tu avais monté ta famille avec Olivier, il y avait aussi The Family qui était dans le game. Nous, on avait monté Kimono aussi avec The Family, donc on était un peu dans ce même écosystème. Mais c'est vrai que là, moi où je t'ai vraiment connu, c'est avec Com, et du coup avec ce lancement. Et en fait, je sais pas si c'était un mélange d'instinct ou de chance ou quoi, mais vous êtes lancé avec cette petite vidéo là qui durait 1 minute. Moi, je me rappelle que vous avez même engagé 2 sales de Kimono, donc Quentin et Thomas, je crois, à l'époque, qui étaient dans la vidéo. Et en mode où tu disais, l'offre, si je me rappelle bien, c'était pas pour 2000, pas pour 1500, mais pour 1000 balles. Ouais. On vous fait une vidéo de 1 minute. Et ça, qu'aujourd'hui, la vidéo, c'était déjà important il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est indispensable. Ouais. Et en fait, tu te lances avec ça et c'est sur LinkedIn, je crois que ça cartonne, quoi. Ouais, bah tu vois, c'est là où je trouve que le facteur chance, c'est pas que de la chance, mais il y a eu un facteur chance qui a été, je pense, le réseau sur lequel on a diffusé la première vidéo qui a été LinkedIn, et on peut y venir juste après. Mais effectivement, donc la genèse de Com, c'est cette vidéo où en gros, plutôt que d'expliquer à travers des mails de commercial, de dire on peut faire une super vidéo pour 1 000 €, on s'est dit avec Flo, avec qui on a cofondé la boîte,
que le meilleur moyen en fait, de promouvoir ce qu'on proposait à nos futurs clients, c'était de le faire pour nous-mêmes. Donc une vidéo hyper fraîche qu'on fait pour 1000 euros, avec tous les codes qui marchent bien, donc vidéo courte, un scroll stopper puissant, donc ça c'est les premières secondes qui font que les gens ont envie de s'arrêter sur la vidéo, se servir de l'humour comme asset de différenciation pour les porteurs de projets qui voulaient partir avec nous, parce que en vrai, peu importe les industries, peu importe les niveaux de structure, que ce soit start-up ou grand groupe, l'humour ça fonctionne, c'est un truc qui marche et on s'est vraiment dit qu'on voulait jouer avec ça. Et le dernier volet qui était assez identitaire à Com, c'est le fait de personnifier la structure. Donc rapidement, et ça a été plutôt un bon flair je trouve de notre côté, ou en tout cas une stratégie intéressante, c'était d'incarner Com avec ma tronche pour essayer d'associer nos services à une personne, ce qui rend beaucoup plus personnel ton offre plus que de le vendre à travers une identité un peu juridique qui est toujours un peu plus froid. Et donc on fait cette fameuse vidéo, on la balance sur les réseaux, ça marche bien partout mais cool, sans que ce soit un truc qui explose, jusqu'au moment où on décide de le mettre sur LinkedIn, où on se dit putain LinkedIn, à l'époque, en plus il y a 4 ans, c'était en mode vraiment cherche mon stage de troisième et c'est tout. Enfin très très orienté RH, recrutement. Ouais. Et on s'est dit viens on la met, on n'a rien à perdre. Au pire, on a des commentaires en mode qu'est-ce que vous foutez là avec une vidéo qui n'a rien à voir, rien à faire sur LinkedIn. Et au mieux, ça prend bien. On la met, puis là c'est là où ça a explosé vraiment. Et tu te rappelles le nombre de vues, le nombre de likes, commentaires, etc. On a eu plus de 1000 likes, je m'en rappelle. Donc c'est quand même assez fou. À l'époque surtout. Début, tu vois. Et j'avais 0 abonnés, je crois. Et on a fait, je crois, à peu près l'équivalent de 300 ou 400 000 vues. Et j'ai vraiment le sentiment qu'une vue sur LinkedIn, c'est un équivalent de 5 vues sur un YouTube ou autre, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui est très puissant. Et donc là, vraiment, on a eu littéralement franchement des dizaines et des dizaines de demandes pendant les jours et les semaines qui ont suivi. Et ça a été vraiment ce qui a marqué le lancement de Com. C'est ça, mais là, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que les gens, ils minimisent souvent l'importance d'un launch, l'importance d'un lancement. Nous, on l'avait pas fait avec LinkedIn, par exemple, à l'époque pour Kimono, mais tu vois, là, c'était une idée qui était évidemment sortie de la tête d'Olivier. Vous avez un peu ça en commun, comme cette partie, vous adorez les marques, vous adorez la créativité, vous adorez les lancements, etc. Et tu vois, on avait fait, alors je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas moi l'invité du jour, on peut inverser. Mais en fait, voilà, il avait fait un super lancement, etc. Et en fait, c'est vrai que Day One, mais au bout d'une semaine, il y avait, je sais pas, entre 200 et 300 demandes de devis. Donc là, tu te dis, ok, tu vois, Timène, tu fais ton POC en 24 heures, quoi. Et vous, c'est un peu ce qui vous est arrivé. Et du coup, à ce moment-là, vous étiez lancé directement, quoi. Bah de ouf. Après, ça, c'est l'une des forces, je trouve, du service. C'est qu'en vrai, tu n'as pas besoin d'avoir un produit qui est bossé en mode pendant 24 mois en R&D. Tu as vraiment juste un truc qui a de la gueule sur papier. Et le meilleur moyen de savoir si jamais il y a vraiment une traction sur le marché, c'est de le tester, de le lancer. Ouais. Honnêtement, cette offre à 1000 euros, elle a eu plein d'avantages parce qu'on a eu plein de demandes au démarrage, etc. Mais sur le long terme de Com, 4 ans après, on est encore pénalisé de cette image de marque un peu… Ça vous colle encore à la peau, ça ? Franchement, de moins en moins. Vraiment de moins en moins, mais ce serait de mentir que de dire qu'on a vraiment totalement créé une rupture entre l'image d'avant et l'image qu'on souhaite avoir aujourd'hui. On a encore des gens qui nous disent « ouais, vos offres à 1000 euros, etc. C'est comment ?» Et c'est bien d'une certaine manière parce que ça veut dire que cette vidéo a vraiment marqué les esprits en soi, tu vois. Mais c'est compliqué sur un autre côté, c'est que l'offre à 1000 euros, elle n'est plus du tout en adéquation avec nos marges actuelles, avec notre ambition actuelle. Et votre structure, parce qu'en fait, à l'époque, vous étiez tous les deux, chacun chez soi, pas de bureau, pas de charge, rien. Donc en effet, une vidéo à 1000 euros, bon, je pense que vous aviez peut-être déjà en tête que c'était une offre de lancement Bien et sûr. Que c'était pour tout de suite avoir une traction, faire entrer la marque dans l'inconscient des gens, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, c'est quoi le ticket d'entrée pour travailler avec Com ? C'est 1000 euros encore. Simplement, on a juste là pour le coup standardisé notre offre. De 1000 à 3000, on a 3 offres qu'on peut proposer, des interviews, du motion. Un truc qui est très standardisé. Il y a moins de place à la créativité, à la personnalisation. Ouais. Parce que là où tu as des demandes qui sont régulières, qu'on peut un peu scaler, parce que le scaling pour nous en interne, c'est comment tu passes encore une fois, je sais pas, de 10 heures sur un projet à 7 heures passées dessus. C'est ça notre point de scalabilité. Et pour ça, c'est-à-dire qu'on doit maîtriser les contenus qu'on crée. Et ces petits contenus de 1000 à 3000, on a vraiment compris les procédés pour réussir à être rentable, pour réussir à proposer une offre accessible aux gens qui ont cette pocket à louer. Donc l'offre à 1000 euros continue, elle a juste évolué. Mais tu vois, si tu parles de panier moyen, on est maintenant aux alentours de 30-35 000 euros. Sachant que je pense que ce qui serait le plus intéressant, mais je ne l'ai pas, ce serait plutôt la médiane, parce que j'ai des paniers moyens qui sont très élevés maintenant. J'ai genre des clients qui me prennent entre 300 et 400 000 euros à l'année, donc qui de facto me fait grimper directement le volume du panier moyen, tu vois. Mais c'est beaucoup plus costaud dorénavant. Mais c'est simplement parce que le modèle n'est plus le même. On a un accompagnement beaucoup plus global, avec de la strat, avec de la diffusion. Donc c'est plus la même boîte en vrai, tu vois.
Elle a vachement évolué. Donc du coup, en fait, d'un projet qui devait de base être une muse, tu fais le lancement, donc des centaines de demandes tout de suite. Donc là, je suppose que tu envoies des devis, tu closes. Je sais pas, tu as en tête le nombre de clients et le chiffre d'affaires que vous faites par exemple dès le premier mois? Je crois que le premier mois, on avait fait un truc comme 22 000 euros de CA. Alors, par simplicité, je ne distingue pas les factures d'acompte et autres, juste de devis envoyés, validés. Je crois que c'était dans ces alentours. Plus d'une vingtaine de vidéos, quoi. Plus d'une vingtaine de vidéos avec certains additifs. Donc, je crois qu'on était à une quinzaine de vidéos avec Flo qui faisait tout. Parce que lui, il est arrivé, on a passé rapidement cette étape, mais c'est un mec à 40 ans qui vient de l'écosystème de l'audiovisuel. Il ne connaît rien en soi à l'entrepreneuriat, au fait de monter une structure, etc. Il se prend un peu ça dans la gueule, comme moi, je me prends dans la gueule l'obligation de devoir monter en compétence sur les sujets un peu plus techniques parce que lui seul ne pouvait pas tout gérer. Donc là, on se prend une gifle vénère de chez vénère, une bonne gifle. Moi, je me rappelle encore de ce sentiment de me dire putain, là je sens qu'on tient un vrai truc, tu sais, que j'ai pas eu avec Tatami, que j'ai moins eu avec Hilo et avec Com, vraiment j'ai eu ce sentiment de me dire qu'on avait vraiment une offre qui correspondait bien au marché et ça a été dur à gérer parce que émotionnellement ultra stylé, tu vois, j'étais comme un ouf. Et en même temps, j'avais Tatami avec lesquels j'avais des engagements avec The Family, avec Olivier. On avait 2 employés, dont Juliette Delat, d'ailleurs, la sœur de Pierre, qui est le DAF de Kimo. La sœur de notre Pierrot, qui est... Tout le monde est... Putain, c'est ça l'écosystème. De ouf. Et donc, du coup, je fais du 90% de mon temps sur Tatami, 10% sur Com. Ça se ventile rapidement à 50-50. Tatami, c'est un peu border parce que je passe moins de temps dessus, donc beaucoup moins on a moins de CA, on sent que ça patauge un peu. Un com qui n'est pas 100% et pleinement optimisé parce que je suis là qu'à 50% du temps. Donc rapidement, je décide de me dire vas-y, je cut Tatami. J'en parle avec Oussama Hamar notamment, avec qui je m'entends bien, de The Family pour lui dire frérot, là je tiens un truc de ouf, faut que je stoppe Tatami. M'en voulez pas parce qu'ils avaient quand même 25% parce qu'ils de la n'en ont boîte. pas voulu. Franchement, ils s'en foutaient, ils ont compris. Et donc voilà, l'histoire est née, et puis au bout de 3-4 mois, donc 100% sur Com et plus du tout sur Tatami. Ok, donc tu arrives en fait tout de suite, donc là si on parle du début, les 3-4 premiers mois, tu es très vite, tu es tout de suite en croissance, c'est-à-dire que là tu fais 22 000, tu fais plus le mois d'après, et plus le mois d'après, etc., etc. Les 12 premiers mois, on n'a jamais fait un mois en dessous du mois précédent, ce qui est quand même assez ouf, tu vois. Donc, parce que tu augmentais le nombre de clients, tu devais augmenter aussi les prix, etc. Et donc forcément en croissance. Vous restez combien de temps comme ça, seulement à 2? Alors, là, on va parler juste des CDI, etc. Parce que je suppose que là, tout de suite, vous prenez une armée de freelance, de monteurs, de machin, etc. pour vous aider sur les tournages et pour vous aider sur la prod, la post-prod, etc. Elle dure combien de temps cette étape où c'est encore un peu un business d'à côté avant de se dire, ok, maintenant, c'est un vrai business avec une équipe. En gros, à quel moment tu deviens CEO, quoi? Je pense que je dirais au bout de 3 mois, je crois, de mémoire. Ah oui, donc ça a été hyper rapide, quoi. Ouais, ça a été hyper rapide. On a inclus un 3e associé, donc minoritaire à 5%, mais qui a rejoint l'aventure au démarrage de Com, qui s'appelle Guillaume, qui me fait un petit texto après le lancement en me disant putain, j'ai vu la vidéo trop stylée, j'avais déjà monté une agence dans la vidéo, tu me redonnes envie de retourner à mes premiers amours, est-ce qu'on peut se rencontrer? On se rencontre, bon feeling, un profil d'ingénieur, donc un mec qui, on l'espère, pouvait nous aider à vraiment structurer la boîte. Parce que moi, au final, je suis entrepreneur parce que j'ai monté des boîtes, ou en tout cas une qui a bien marché, mais j'ai jamais eu de gestion, tu vois, de CRM, de structuration vraiment de boîte, tu vois, juridiquement parlant, en anticipant un peu la partie RH, de management, de recrutement. J'ai jamais vraiment eu affaire à ça. Et donc, je me suis rapidement dit avec Flo qu'on allait avoir une limite sur la gestion un peu opérationnelle de la boîte, et donc d'intégrer un 3e associé avait du sens parce qu'on avait la partie expertise technique avec Flo, la vision, l'image, la partie commerciale avec moi, et un Guillaume qui serait vraiment là sur la partie structure. La direction des opérations, c'est ça, c'est ça exactement, CTO style quoi. Ouais, CEO quoi, plutôt. Ouais, CEO, pardon, excuse-moi. Ouais. Ok, donc ça très clair. Donc ça, pareil, ça arrive très vite dès le 3e mois, etc. Donc ça, voilà, donc on est sur la première année. Par exemple, les premiers bureaux, ça intervient quand ça? Ça intervient, je crois, au bout de 4 ou 5 mois, parce qu'on était chez The Family au début. On pouvait encore s'installer chez The Family. Et je crois que vous n'aviez pas pris notre place là? Vous n'étiez pas à côté des poubelles là? Nice. Ouais, c'est ça en plus, vraiment. On était prêts sur une petite table en marbre là. Mais en fait, c'est impossible parce que dans la prod, tu as besoin de te concentrer, de te poser pour faire ton montage. Flo me disait, c'est impossible, tu as du passage de partout. Enfin, The Family, ce qui était d'ailleurs la magie de The Family, je trouve. Mais donc rapidement, on décide de se prendre, mais ça, c'est le cliché de l'entrepreneur, 22 mètres carrés dans une petite rue qui est toujours la rue dans laquelle on est d'ailleurs actuellement, ce qui est assez fou. On a toujours changé de Sentier, non? On a Sentier, rue d'Aboukir.
et on est passé de 24 mètres carrés à 80, et là on a à peu près 450 mètres carrés qui sont vraiment cool, mais toujours dans la même bruit, donc c'est marrant. Ouais. Mais ouais, au bout de 4-5 mois, on a décidé vraiment de prendre des bureaux. On avait déjà pas mal de sous de côté. On avait quand même, moi j'ai toujours une gestion financière assez sécuritaire. Avec Flo, c'est notre logique depuis un peu le démarrage, c'est de se dire Mais jamais que la casse, quoi. Ouais, on met de l'oseille de côté, et il s'avère que ça a eu son intérêt quand tu as un Covid qui arrive 4 ou 6 mois après ton lancement de boîte, quand tu as les putains de gilets jaunes qui te bloquent aussi parce que tu peux plus aller C'est ça tourner, que donc là, tu disais que ça il y a 4 ans, qu'en fait c'est quoi, le lancement 2019? Septembre. Ouais, septembre 2019, ouais. Les gilets jaunes c'est 2019, non? C'est juste avant le Covid, je crois. C'était après le Covid, je crois, non? Avant? Je sais plus. Bref, je sais qu'on s'est mangé tout dans la tronche, H24. La première année, c'était assez vénère quand même. Ouais. Mais ouais, le Covid qui a fait qu'on n'a pas pu tourner pendant quasiment, je crois, 4 à 6 semaines. Et ça, du coup, c'est intéressant parce que ça rentre dans la première année. Donc, en fait, dans votre première année fiscale, je suppose que vous faites plus d'1 million dès la première année ou 500 000 euros. La Ah oui, première 500 000 euros, ok. Ouais, 500 Et vous faites comment, par exemple, pendant le Covid là, pour travailler? On a de l'argent de côté pour payer les premiers CDI qu'on avait intégrés, qui étaient des auto-entrepreneurs / CDI, on connaît, mais voilà, qu'on avait. On comprend cette scène au montage. Absolument. mais voilà, sur les premiers mois. Et donc, on crée beaucoup de contenu sur nous. On se met à dispo pour créer du contenu pour les entreprises en difficulté. Donc, on offre des vidéos gratuites avec les rushs existants pour les mettre en avant, etc. Donc, c'était un moyen pour nous de nous mettre en avant et d'aider pour de vrai. Ce qui fait qu'on arrive à continuer à être un peu top of mind des potentiels prospects pour nous, et que quand 4 ou 6 semaines après, le gouvernement nous dit qu'on a finalement le droit d'aller tourner parce que notre écosystème, notre industrie est autorisée à aller tourner, on a la chance d'avoir été top of mind, enfin la chance non, mais on a correctement bossé pendant ces mois de un peu de transit pour que les gens pensent à nous. Et au final, je pensais que l'activité allait être totalement down et que personne ne nous ressolliciterait, mais en fait, les boîtes étaient bouillantes pour communiquer, pour justement essayer de relancer leur activité. Et donc, en fait, on a peu subi le Covid, honnêtement. Okay. Parce que ça, du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est que dans votre stratégie, mais dans ta stratégie, en fait, si je dis pas de bêtises, tu as mis très longtemps à avoir un sales, une équipe sales, même un head of sales, etc. Je crois que j'ai l'impression de pouvoir avoir discuté avec toi assez régulièrement, que ça a toujours été un petit peu un sujet. Parce qu'en fait, vous, au début, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes en fait 100% organique, ouais. 100% inbound, du coup, dans votre stratégie marketing. Du coup, avec essentiellement LinkedIn et peut-être aussi YouTube. Ouais. Et ça, pareil, je pense qu'au début, forcément, ça t'est un peu tombé dessus. Et après, vous avez vu un filon dès cette première vidéo, ouais. Dès ce lancement. Est-ce que tu peux raconter un peu quelle a été ta stratégie et comment tu l'as fait évoluer là, tout au long de ces 4 ans là? Ouais, franchement, on l'a pas fait de la manière la plus optimale possible, mais notre fer de lance a été 3 ans exclusivement sur LinkedIn. C'est-à-dire que YouTube, il y avait YouTube, on avait Insta, mais c'était vraiment, ça vivotait. On s'est vraiment dit, on allait se focus sur LinkedIn, être expert sur LinkedIn parce qu'il y avait une place à prendre. On a vite eu un peu de lumière, donc la possibilité de pouvoir prendre une place sur un réseau qui était en train d'évoluer. Des clients qui étaient ravis de leurs vidéos parce que c'est décalé, face cam, etc. Donc les mettaient sur les réseaux. Donc en fait, on avait vraiment de la pub ultra régulière, ultra positif et qui nous permettait de pouvoir générer du business. Et ça, c'est gratuite. Et qui est presque gratuit. À part les frais de production, parce que du coup, vous avez créé beaucoup de contenu, ouais. Pas que écrit, énormément vidéo, quoi. Absolument, c'était vraiment ça. Et pendant 3 ans, parce que tu vois, même pendant quasiment 4 ans, parce qu'on a intégré notre premier commercial début d'année, il y a 2 semaines, PA. On n'a jamais eu de commerciaux sinon d'ici là. Enfin, d'ici ces 4 ans. Et là, on a envie maintenant, si j'arrive sur la partie un peu actuelle de la boîte, mais de passer à une étape un peu supérieure. L'inbound est bon, ça nous permet de faire de la croissance et c'est génial. Mais quand tu as envie de passer une étape supérieure qui est vraiment en adéquation avec nos objectifs actuels, tu as besoin d'aller chercher aussi de l'outbound. Tu as l'impression que du coup, là, l'inbound, du coup, tu atteins un petit peu un plafond là? Le plafond, non. Par contre, j'anticipe dans 2 ou 3 ans où LinkedIn aura certainement trop évolué, aura changé un peu de nature et où nos prospects idéaux qui sont les grands comptes seront plus forcément aussi actifs et proactifs sur cette plateforme et ils migreront sur une nouvelle plateforme ou que ce soit des nouvelles plateformes ou des existences mais qui vont pivoter. Mais je pense que d'ici 2-3 ans, LinkedIn sera différent. Et sera plus forcément... Et qu'est-ce que tu penses de la place de la vidéo sur LinkedIn et comment ça va évoluer? Parce que aujourd'hui, c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, là, c'est une vraie question parce que aujourd'hui, est-ce que toi, tu conseilles de continuer à mettre de la vidéo sur LinkedIn? Est-ce que ça marche mieux ou moins bien qu'un full écrit ou juste avec une photo, etc. Et toi, pour toi, quelle va être un peu l'évolution de l'utilisation de la vidéo sur ce réseau? En fait, ça dépend de ce qu'on met derrière le terme est-ce que ça marche mieux ou moins bien? Parce qu'en fait, si c'est simplement le fait de se dire j'ai plus ou moins de vues,
je te dirais que le texte ou les photos fonctionnent mieux parce que ton niveau d'impression est plus important quand tu mets un post écrit ou une photo. Simplement, la manière de calculer ta vue avec du contenu nu ou avec de la vidéo est pas la même. C'est-à-dire que sur un contenu vu, quelqu'un qui scrolle, qui s'arrête même pas sur ton post, hein, juste il passe devant et il n'a même pas lu ou c'est compté comme une vue, c'est compté comme une vue. Alors que la vidéo, je crois que c'est 2 ou 3 secondes minimum de lecture de vidéo. Donc c'est-à-dire que c'est de la vraie vue. C'est de la vue beaucoup plus engagée, quoi. Beaucoup plus engagée, et en plus les objectifs sont pas les mêmes. Pour moi, la vidéo, ça te permet de te différencier parce que peu le font, parce que parfois c'est onéreux, parce que beaucoup se disent que ça fonctionne moins bien que le texte, donc ils capitalisent sur le texte. À mon sens, il faut toujours essayer d'aller un peu à contre-courant de ce qui se fait. Si tout le monde te dit que c'est les posts écrits qui fonctionnent, fais absolument de la vidéo parce que personne va se mettre sur la vidéo et tout le monde va se mettre sur du texte. Tu seras le seul, ouais. Tu es le seul, et en plus avec la vidéo, tu véhicules des tu peux, à mon sens, véhiculer des choses qui vont bien au-delà d'un texte ou d'une photo. Tu ressens la personne, les équipes. Nous, au niveau de la marque employeur, ça a fait ses preuves fois 1000 au niveau des clients qui nous disent « j'ai l'impression de vous connaître par cœur, d'être au sein de votre structure parce que je vous vois et j'ai vu ce qui se passe chez vous ». C'est un hack qui est exceptionnel. Donc ouais, je fais potentiellement beaucoup moins de vues que quelqu'un d'autre, je fais potentiellement beaucoup moins de likes. Mais en fait, faut pas se laisser l'illusion du like qui veut dire que c'est de la réussite. Pour moi, elle est très limitée. Pour moi, il faut vraiment voir la performance derrière tes contenus. Et il faut laisser de côté un peu cette vanity metrics de la recherche du plus haut nombre de likes. Tu vois. Et c'est dur, hein, c'est dur de fou parce qu'on a un point de comparaison. Forcément, on se dit putain, mais il y en a d'autres qui font des 300 likes avec des contenus merguez de ouf et j'ai le seum. C'est une réalité parfois, mais je pense que c'est pas la bonne bataille. Tu vois. Il faut recentrer un petit peu ce sur quoi tu as vraiment envie toi de capitaliser et là où tu as envie de performer. Donc voilà. Ouais, non, je comprends. Mais du coup, pareil, là, donc vous avez aussi un média en interne qui s'appelle Commedia. Ça, pareil, tu vois, j'ai l'impression que ça a toujours existé, mais en fait, à partir de quel moment tu crées cette verticale, cette marque, avec du coup, je ne sais pas si Camille, qui est le directeur du média, il était déjà là ou s'il a été recruté exprès pour ça. Et du coup, pareil, comment ça rentre dans ta stratégie et c'est quoi la place de Commedia aujourd'hui dans le groupe? Donc du coup, comme aujourd'hui, on a 4 ans. Le média, on l'a lancé il y a 2 ans, donc au bout de 2 ans. Pourquoi? Et après, j'explique ce que c'est et la manière dont on l'a mis en place. Mais au bout de 2 ans, on a toujours envie de faire plus vite. Ça a été une force, je pense, parce qu'on a réussi à faire pas mal de choses et c'est cool. Ça a été encore une fois une certaine forme de limite parce qu'on a été bon partout, mais jamais excellent encore une fois sur certains sujets précis. On s'est un peu éparpillé, mais le média a été un bon move. On s'est dit qu'en fait, qu'on souhaitait aller chercher de nouveaux prospects, de nouveaux comptes, que le meilleur moyen de pouvoir créer et rentrer en contact avec ces personnes, c'était de les inviter sur une interview, un podcast ou un média parce que c'est beaucoup moins frontal que quand on envoie un message en disant « Hello, est-ce que je peux te présenter Com ?» C'est un truc qui ne fonctionne pas. Donc on s'est dit « Créons un média qui a de la gueule parce qu'un média qui a de la gueule visuellement, a priori, tu as des chances que les invités souhaitent venir parce que tout le monde aime parler de soi et encore plus quand c'est dans un cadre stylé. » Et on s'est dit, en faisant ça, on arrivera à créer des liens avec des personnes qui seront nos clients idéaux demain. Ça, c'était un peu l'envie de base. Le constat à côté de ça, c'était que beaucoup de médias existaient sur LinkedIn, des contenus informationnels hyper pertinents sur l'entrepreneuriat et le business, mais avec des formats qui n'étaient pas forcément des plus poussés ou des plus créatifs. Et on s'est dit, nous, on peut allier un truc qui est bon. C'est on fait venir des personnes qui seront nos prospects idéaux, qui ont une audience de ouf sur les réseaux parce qu'on les a bien identifiés. Et donc, on sait que la performance d'un média, c'est le succès de ce que tu dis dans le fond, mais c'est aussi tes invités qui vont faire la rayonnance de ton média. Plus tu as d'invités, plus tu feras d'audimat. C'est clair. C'est comme à la télé. Et en plus, comme on sait que ça va être diffusé, on va mettre ça dans un cadre qui est ouf pour montrer notre créativité, notre savoir-faire en termes de contenu vidéo. Donc on s'est dit que ça compilait un petit peu, que ça avait de la gueule tout ça. Et donc on décide de lancer Commedia et qui s'appelle Commedia et volontairement avec le nom Com pour diffuser le nom Com et que les gens se disent ouais, Commedia, Com c'est aussi une agence et essaye de par ricochet de pouvoir générer du business chez nous. Et donc on décide de lancer le média, on invite Catherine Barba, Oussama Hamar, tous des gros goats de l'entrepreneuriat pour tout de suite avoir de l'impact sur le média. Il grossit vite, honnêtement, et on se rend compte rapidement que c'est un vrai en fait c'est notre commercial, le média. C'est la super vitrine commerciale pour pouvoir faire du business pour l'agence. Il s'avère que, et c'est pour ça que depuis 4 mois, on a stoppé pour l'instant la diffusion de contenu sur Commedia. En tout cas, c'est ce qu'on appelle c'est des choses dans le fridge, ce qu'on a déjà créé, parce qu'on est en train de revoir un peu la position, parce que le média a tellement grossi que c'est un peu cannibalisé l'agence. Je pense que 7 personnes sur 10 disent « Ah, Roll, t'es CEO de Commedia » et ils ne parlent même plus de com. En fait, même moi, des fois, j'ai ma langue qui fourche et je dis Commedia plutôt que comme vidéo parce que en fait, on l'a
tellement vu comme média, ce logo jaune, quoi, tu vois, que en fait, c'est presque devenu la marque, en fait, quoi. Ouais, et tu vois, c'était très bien pendant un moment parce que ça poussait comme, mais là, ça a pris tellement de place que c'est ce qu'on appelle une offre cannibale, c'est que ça prend en fait de la place sur l'agence, et donc il y a beaucoup de personnes, Anthony Bourbon, qui est en plus un pote, enfin on se voit quand même de temps en temps, il m'a dit ouais, donc Harold, Comédia, machin, et je fais attends frérot, moi c'est Com, l'agence, il me fait mais attends, mais t'es pas un média? Je fais non, je suis une agence de base. Si même, tu vois, Anto, que je croise souvent, il me dit ça, c'est qu'il y a un sujet, donc là on est en train de retravailler le positionnement pour avoir un nouveau positionnement pour le média à partir de janvier 2024 là. Alright, parce que comme média, est-ce que ça a été à un moment donné aussi une ligne supplémentaire dans le PNL, une ligne de revenus, ou est-ce que ça a toujours été, on va dire, un asset à perte, mais du coup qui était, on va dire, voilà, une dépense marketing en fait, quoi. On a toujours été break-even. On avait des sponsors au tout démarrage qui, en échange de la visibilité de notre média, donc on les mettait en avant sur les posts, on les faisait passer dans nos formats, etc. Tu le mettais même dans tes posts, je crois, etc. Merci à, par exemple, Mobile Club Damien, qui a été notre tout premier sponsor, qui nous a fait confiance, et merci 1000 fois pour ça. Junto aussi. Junto qui est encore partenaire 2 ans après. Il y a eu Shine aussi. Non, il n'y a pas eu Shine, il y a eu ASAP. Ouais. Et voilà, merde, tu ne voudras pas si j'ai oublié d'autres sponsors, mais je crois que c'est à peu près tout. Tête. Et en gros, donc, du coup, ils nous payent un fee mensuel en échange de visibilité. Donc ça nous permettait, on a fait à peu près 350 ou 400 000 euros d'ARR avec le média. Ouais, avec le média la deuxième année, ce qui couvrait approximativement les coûts, parce qu'un média, ça coûte vite beaucoup d'argent quand tu veux pousser le bordel loin. Sachant que dans le média, on a des formats interviews, etc. assez simples. Mais on a aussi fait des documentaires, on a fait des émissions. On s'est quand même donné vénère avec le média. Ça a été un kiff personnel incroyable. Et moi, je le mets dans mes coches à caser. Quand j'entreprends, je le mets au même niveau que le financier, que tout le reste. C'est vraiment est-ce que je kiffe ce que je fais, parce que c'est tellement intense, c'est tellement dur d'entreprendre que si tu as passé à côté, franchement, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais donc voilà, le média, on l'a fait évoluer. On a fait 1000 choses derrière le média, et franchement, ça a été mon plus gros kiff là, des dernières années. Ça a été sur le média plus que même sur l'agence, tu vois. Ok, donc là, du coup, vous êtes en train un peu de le rediscuter pour savoir un peu où vous allez. Parce que je vois, c'est vrai que vous avez testé plein de choses. Vous avez créé des concepts d'émissions. Tu avais créé le concept Charabia là, sur YouTube. Il y avait plein d'autres, comme ça, petites scénettes. Il y avait l'anecdote sur les chiottes, des trucs comme ça et tout. Et du coup, là, est-ce que vous savez déjà un peu où est-ce que vous allez aller avec ce média, ou c'est vraiment là en discussion et tu peux pas trop en parler? Non, on peut. C'est encore en discussion en interne, donc je pourrais pas te répondre. Ce qui est certain, c'est donc Camille, qui est un de mes meilleurs amis, qui a commencé chez Com il y a 4 ans au tout début, qui a été chef de projet, qui est maintenant à la direction du média. Je lui ai demandé d'intégrer et de débaucher une personne d'un gros média, du Vice, du Brut, du Combini, pour nous aider à développer le média, parce qu'en fait, c'est un vrai savoir-faire. Potentiellement avec une autre brand? Potentiellement avec une autre brand. Ça, c'est ce que je peux annoncer, c'est qu'on va changer de nom, c'est sûr. On va changer la DA, on va tout changer. Il faut qu'on réarrive avec une vraie nouveauté, aussi bien dans le fond que dans la forme. Et voilà, c'est un peu le démarrage des réflexions. On a 3 mois et demi pour bosser le bordel et être certain de ce qu'on fait à partir de janvier, parce que je leur ai dit, deadline, c'est janvier, sûr. Et voilà, mais en fait, c'est tellement puissant qu'il faut qu'on passe plus de temps dessus. On l'a toujours fait un peu en mode bricole, un peu à l'arrache, en mode c'est une bonne idée, let's go, on le fait. Que maintenant on a besoin de prendre du temps, et ça c'est un peu le Com 2.0, celui de la rentrée, qui est l'après 4 ans, où on est une vraie entreprise. C'est ce que je dis aux équipes, on n'est plus une start-up, c'est qu'on prend le temps de réfléchir, on met les ressources, temps, budget pour pouvoir se poser, être certain de ce qu'on fait avant de se lancer et arrêter de tirer dans tous les sens. Et ça a été moi le premier fautif de ça, mais là on a vraiment besoin de prendre du temps. Tu vois, je lance beaucoup moins de concepts, beaucoup moins de projets, et la boîte ne s'est jamais aussi bien portée que maintenant. Donc je vois que mon côté hyper volatile, à vouloir tout faire, c'est génial quand tu es une start-up, mais je pense que ça a ses limites quand tu veux vraiment te structurer, devenir je suis d'accord. Parce que du coup, en fait, moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est que là, dans ce cheminement du 1 million à 4 millions de chiffre d'affaires, de 5 salariés à, vous êtes une quarantaine, un peu moins maintenant, parce qu'on a eu du turnover. Ça, je pense pas, on pourra en reparler. Donc du coup, là, il se passe plein de choses à ce niveau-là. Donc là, on pourra parler de l'aspect RH, recrutement, culture d'entreprise, turnover, etc. Et il y a aussi l'aspect client, parce que vous êtes passé quand même de beaucoup de petits clients. C'est votre ADN de base, on en parlait tout à l'heure, c'est même parfois ça vous colle encore un peu à la peau. Et moi je sais que j'ai déjà aussi vu des pubs à la télé que vous avez tourné, donc ça je suppose que des pubs, on est sur plutôt des trucs à 6 chiffres quoi, grosso modo, donc des gros deals avec des beaucoup plus grosses boîtes. Ça pareil, comment en fait on passe le pas entre du coup ces petits clients qui se font un peu à l'appel, ça, tu as une demande, tu as un devis, tu produis, etc. À du coup des très gros clients avec des cycles de vente plus longs et avec des productions, je pense qui sont, c'est pas le même chantier quoi.
C'est même presque pas le même métier en vrai. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments de réponse à ça. C'est les équipes en interne. C'est que on avait éduqué en interne des contenus très snackable, rapides à faire en mode bootstrap et un peu moins à prendre du temps de correctement construire les images et autres et donc de faire monter en compétence les équipes. On a commencé à avoir des gros spots à partir d'1 an et demi, 2 ans. Et donc tu as quand même 1 an et demi, 2 ans de personnes chez Com qui ont monté en compétence avec des projets de 1 000 €, puis 3 000, puis 5 000, puis 8 000, puis 10 000. Et en fait, le budget n'est plus en adéquation avec ta montée en compétence. En fait, ton budget, il évolue comme ça. Quand ta montée en compétence, elle évolue comme ça. Donc en fait, on avait des équipes qui étaient prêtes à passer ce pas. On a eu aussi un effort de communication. On travaillait sur un discours qui s'apparentait plus à des budgets un peu plus conséquents pour essayer de faire du pied à des personnes qui pourraient nous laisser notre première chance. Et ce qui a été vraiment le marqueur, un peu le tournant pour Com et pour les premiers gros budgets, ça a été le spot télé qu'on a fait pour Merci Andy avec Louis. Merci 1000 fois Louis pour ça, de nous avoir fait confiance vraiment. On a fait donc son spot télé, Louis. Qui était magnifique, ouais. Qui était franchement trop cool en plus. Pastel, tu vois, etc. Ouais. Franchement, c'était câlin, je me rappelle très bien. Et pour nous en plus c'était incroyable parce que le produit est sexy de ouf. Louis Ouais. est un amour donc nous laisse vraiment la latitude de La proposer DA quelque est chose. incroyable, vous avez dû vous marrer quoi. Et en plus, on est dans le post-Covid, ou en tout cas, il y avait encore le Covid, donc Merci Andy, c'était à son apogée. Donc, il y a un appel d'offres pour un spot télé. On se positionne avec une offre imbattable niveau financier, je crois un truc à 25 ou 30 000 € quand normalement je l'aurais facturé peut-être 100 ou 150. On a gagné, je pense, mais on a perdu de l'argent honnêtement. Mais on s'est vraiment dit, si on a ça, qu'on fait nos preuves, c'est ta tête de gondole quoi après. Exactement. Et je te passe tous les détails, mais on fait la vidéo, elle se marche super bien, elle est canon. Et il s'avère qu'on a vraiment des demandes derrière pour faire des spots télé, Paper.Nest. On a eu Tape rapidement, Ali qui nous a fait confiance pour un budget. Pas une marque de tapis aussi. C'est ça, c'est Tape, ouais. Ah, un oui, budget ouais. à 200 000 et ça se dit Tape, moi je crois que ça se disait Tapey ou un truc comme ça. Non, c'est Tape, ouais. Ok. Et à partir de là, voilà, en fait, tu vois, ça s'est fait un peu naturellement, mais la clé de voûte, le démarrage, ça a été le spot télé avec Louis. Et puis donc ensuite, milestone à ce moment-là. Et en fait, aujourd'hui, toi, est-ce que tu as une verticale dédiée chez Com qui gère ce type de plus gros projets, etc. Ouais. Ou est-ce que, en fait, non, c'est un projet parmi d'autres et en fait, tu as plutôt une organisation plutôt horizontale là-dessus? Alors, on a une organisation horizontale, on a simplement, pour ces gros sujets, on communique peu dessus parce que les gens s'y perdent entre Com Média, Com, machin, etc. Mais on a une boîte, notre boîte de production en interne qui s'appelle Moon. Moon Ça, c'est quoi? C'est une marque ou c'est une société à part? Non, c'est juste une brand différente, un nom différent, mais c'est à Com. Donc c'est notre boîte de prod. Et le modèle d'une boîte de prod, c'est d'avoir de l'expertise technique de production et d'aller trouver les bons freelances, les bons réalisateurs pour des gros spots télé. Parce que quand tu as plein de petits contenus où tes réals en interne peuvent bricoler, peuvent s'adapter en fonction du brief, quand tu passes sur des spots télé, c'est vraiment une patte que tu vas rechercher. Donc d'internaliser une patte, ça n'a aucun sens puisque d'un projet à un autre, tu as besoin d'une patte bien particulière. Donc ça, c'est un modèle qui est un peu différent, on communique peu dessus parce que en fait, ça passe plutôt par le biais des agences. C'est-à-dire que nos clients sont les agences qui, eux, ont leurs clients finaux. Donc, c'est pas vous qui faites, par exemple, le brief créa. Absolument. Vous êtes des exécutants techniques, en fait. On vient en nous disant, voilà le brief, voilà le truc, vous êtes à la production. Et ça, on a fait quand même pas mal de belles prods. On communique peu dessus et on le rattache à Com parce que c'est très bien pour nous d'avoir Com en vitrine qui bénéficie un peu de C'est un peu un nom de code l'aura, tu interne vois. en fait, Moon quoi. C'est ça exactement. Et avec un modèle quand même, un business model qui est un peu différent, mais complémentaire en tout cas à ce qu'on a. Et là, notre procédé, il est vraiment horizontal. C'est l'agence qui récupère tous les briefs. On pense les campagnes, etc. On les produit ensuite avec Moon en interne et on les diffuse avec notre média. Donc tu vois, on a vraiment ce positionnement de penser les campagnes, les produire et les diffuser. Quand avant, on n'était que sur la partie production. Donc on a rajouté ces deux briques supplémentaires et complémentaires les unes aux autres. Ok. Et moi, j'avais entendu parler d'une boîte que tu montais avec Mamad Sako. Ouais. C'est quoi ça? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou moi j'avais vu passer ça sur LinkedIn il y a 1 an et quelques, etc. Ouais. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité ça ou Alors non, en fait c'était pour le média, on voulait créer un spin-off pour le média. Donc Mamadou Sakho, que Flo, mon associé, connaît très bien Mamadou Sakho, ils sont amis de longue date. Mamadou croit beaucoup en Com et aux médias, il a un réseau hallucinant. On va peut-être le dire pour les gens qui connaissent pas, hein, Mamadou Sakho, c'est un ancien joueur professionnel qui a été foot, ouais. qui a joué au PSG, qui a été même capitaine du PSG à 17 ans, qui après a joué à Liverpool, il a joué également en équipe de France, etc. Et aujourd'hui, il est
il est business et tout, parce qu'il a même monté une start-up, je crois. Ouais, il a investi chez Blox. C'est ça, j'allais dire Brix, mais en fait, non, c'est Blox. Ouais, À chaque fois, les gens se trompent alors qu'ils sont un peu concurrents même. C'est totalement concurrent, je crois. Ouais. C'est très proche d'ailleurs en termes de blast, j'avoue. Mais donc, du coup, on a échangé. Il nous a dit, les gars, moi je suis bouillant, je vous apporte de l'awareness, des contacts et autres. Et nous, le savoir-faire de prod. On échange, on discute, on crée la structure juridique. Il s'avère juste que, aussi bien de notre côté avec le média, aussi bien Mamadou avec ses enjeux, ça prend pas aussi bien qu'on le souhaite d'un point de vue opérationnel. Le fit passe très bien, la complémentarité se tient, mais juste, en fait, on peut pas solliciter toute la partie de com parce que c'est une nouvelle structure juridique, donc c'est pas vraiment. Ouais, du coup, ça a pas pu le faire, quoi. Ça a pas pu le faire, donc on a stoppé en très bons termes et on a continué à rattacher Comedia sous la même entité de com, donc dans la même structure juridique, et c'est très bien comme ça. Là, on a d'autres idées de spin-off qui devraient arriver là, début d'année prochaine, dont une assez costaud avec un gros goat de l'entrepreneuriat qui est très visible en ce moment, et voilà, mais ça on en reparlera, mais la logique de spin-off, on commence à la réfléchir pour les prochaines années là. Ok, trop bien. Donc ça, du coup, on a parlé du coup de cette partie, vraiment de cette partie de médias, de cette partie du coup de l'utilisation de LinkedIn, en fait de tous ces enjeux que vous avez eu du coup pendant que vous avez grossi. Et du coup, pareil, ce qui m'intéresse, parce que par exemple, moi je sais que c'est ce qui a été fait par exemple chez Kimono, mais moi j'ai aucun mérite parce que c'est vraiment Olivier qui a géré ça d'une main de maître, parce que moi c'est quelque chose qui m'angoisse. C'est comment en fait on passe déjà de 1 à 10 salariés, ça je sais très bien le faire, mais après comment on passe de 10 à 40, 50, etc. Est-ce que ça, tu peux nous parler, peut-être nous donner un peu toutes les étapes que tu as pu connaître là-dessus, peut-être les bonnes pratiques que tu as eues, les erreurs que tu as commises, etc. Et parce que, en fait, ça, je pense que c'est quelque chose que les gens qu'on minimise quand on est entrepreneur. Moi, je trouve que c'est l'exercice le plus compliqué, quoi. Je suis absolument d'accord avec toi. Je pense, tu le dis que tu n'étais pas forcément le meilleur là-dessus. Moi non plus. Je me suis fait vraiment mal à comprendre ce que c'était que du management, que de la RH. Ouais. Il y a peut-être deux étapes, et je vais plutôt me focus sur ce qu'on a mal fait, parce que je trouve que c'est plus intéressant que toujours dire ce qu'on fait très bien. Première partie jusqu'à 20-25, le monde des bisounours. Com fait x2 tout le temps, il y a un problème, on s'en parle. C'était franchement incroyable. C'est la meilleure période. Parce qu'en plus, c'est la période en plus où t'es full cash, t'as pas de problème de BFR, t'as encore vraiment ce sentiment de petite famille, etc. Moi, tu vois, je me rappelle très bien, par exemple, quand on est parti au ski avec Kimono, quand on était justement une vingtaine, etc. Et c'est le moment, tu vois, en plus, c'est même l'histoire de ce tatouage. J'étais né à ce moment-là, complètement bourré, je leur dis, vous êtes incapables de faire ça. Quentin, que tu connais très bien, qui est notre head of sales, je le pique, je lui dis, t'es incapable de faire tant dans 3 mois, etc. Et en fait, c'est même pas qu'il l'a réussi 3 mois après, c'est qu'il l'a réussi le mois d'après, etc. Et je leur avais dit, si vous le faites, je me tatoue le logo de Kimono sur la peau. Et tu vois, du coup, je dû arriver 2 semaines après en le faisant, etc. Mais bref, je vois très bien jusqu'à 25, c'est le rêve. Et par contre, le 25 à 50, je trouve que c'est vraiment une période compliquée, quoi. C'est une autre étape. Et après, tu vois, c'est la meilleure période pour nous, avec notre trait de caractère, et c'est peut-être la pire pour d'autres qui, eux, préfèrent quand tu es 40 ou 50. C'est vraiment en fonction de la personnalité des entrepreneurs, je trouve. En tout cas, pour moi et Flo, parce qu'on est les mêmes, c'est assez fou. 0,25 idéal. 25-40, game est différent. Tu dois continuer à embarquer tes équipes. Sauf que quand tu es 25, tu peux prendre le pouls beaucoup plus facilement quand tu es 40. Quand tu es 40, tu as des problèmes supplémentaires parce que tu as plus de monde, donc plus sujet à ce qu'il y ait des soucis. Sauf que tu arrives de moins en moins à passer du temps one-to-one avec les personnes. Ton middle management, il a ses enjeux opérationnels aussi, donc tu as certaines fois où tu as des problèmes qui passent un peu à la trappe. Et il peut être jeune en fait, ce middle management, c'est qu'en fait du jour au lendemain, il passe de salarié à manager. Ouais. Parce que je suppose que tu as fait ça en fait, c'est que ton middle management, c'est des gens qui ont été d'abord salariés. Tu n'as pas recruté des gens pour être manager. Maintenant si, mais le début, pas à ce moment-là. Exactement, le début, et on peut pas leur en vouloir, c'est tu es là depuis 2 ans, tu performes de ouf, la logique est que tu deviens manager, alors qu'en fait c'est la pire logique ever. Et en fait c'est un autre métier, tu vois. C'est comme en fait nommer son meilleur sales head of sales. C'est exactement pareil. En fait, t'es bon commercial, mais en management, ça n'a rien à voir, c'est pas le même monde, tu vois. Et donc tu as eu effectivement ça qui a eu son impact, parce que le management n'était pas le mieux fait, on va dire. Ouais. De mon côté aussi. Moi je suis le pire manager ever, je pense vraiment. C'est-à-dire que j'ai trop peu de process. Je suis pas assez ferme honnêtement, et je dis pas ça pour faire genre le faux gentil, mais je suis ferme, et mais les équipes, je pense que je dis un truc, on le fait à la seconde parce que je suis hyper juste, je suis hyper gentil de manière globale, donc on n'a pas envie de me décevoir, et c'est d'ailleurs je pense une certaine bonne forme de management, mais derrière ça tu dois quand même avoir une structure
être un peu plus ferme. Avec des KPI à suivre, des objectifs à suivre, des routines hebdomadaires, etc. Est-ce que c'est des choses que peut-être tu le faisais pas avant? Est-ce qu'aujourd'hui c'est des choses que tu mets en place? Ouais, parce que donc tu as eu le début jusqu'à 25 très bien, tu as eu le maintenant depuis 2-3 mois parce qu'on a débauché des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, qui ont déjà managé et on s'en rend compte et je vois à quel point c'est un impact positif. Donc la com depuis 3 mois, c'est vraiment, ça n'a jamais été aussi bien structuré que maintenant, mais tu as eu cette phase d'entre-deux qui a duré 12 mois, qui a été la 4e année, où là c'était un bordel, du turnover. On a eu un rapprochement par une boîte qui voulait intégrer Com chez eux, qui a fait qu'on était en phase de due deal, donc vraiment où on discutait de rapprochement, ça nous a des focus de ouf, donc on était encore plus loin des équipes quand les équipes grossissaient avec un management qui n'était pas le plus bénéfique et le Je suppose qu'en plus c'est quelque chose qui était un peu secret, etc. Donc pas évident. Ouais, et donc on pouvait en parler, mais sans trop en parler. On a fait des erreurs de recrutement où quand tu grossis, en fait c'est ouf parce que on répète les mêmes erreurs que tous les entrepreneurs. T'as beau être persuadé de toi pas le faire ou d'être différent, mais en fait t'es comme tous les autres. Et ça c'est un truc qui faut se faire mal et se dire qu'on n'est pas si unique en soi. On va répéter les mêmes erreurs que les autres, donc il faut vraiment lire, comprendre, écouter pour se dire je vais essayer de me faire mal pour pas faire ces erreurs. Mais tu vois on grossit trop vite parce qu'on a de l'argent, parce que ça rentre vite, donc on balaye un peu le management, enfin le recrutement un peu à l'arrache. Alors que le recrutement à l'arrache, c'est veut dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et en fait, le pire, c'est qu'en pensant, en voulant aller vite, en recrutant, on va perdre un maximum de temps après parce que du coup, un mauvais recrutement, c'est plus qu'une perte d'argent, c'est une telle perte de temps, de charge mentale, tu mets à mal la culture de ta boîte, presque en fait tu manques aussi de respect en fait à tes autres équipes parce que toi ça va te défocus, tu recrutes une personne qui est tu sais, tout de suite qui peut un peu devenir pomme pourrie, etc. Bah, ça peut un peu contaminer le panier, etc. Et donc là, du coup, tu te dis, oh là là, c'est un peu le bordel. Mon année, hein. C'était tout ça mis au même moment, ça a fait que c'était hardcore. Et en plus, nous, avec un sentiment un peu d'injustice où les équipes, du coup, nous disaient, mais attends, les gars, c'est quoi ce bordel? Avant, on était petite famille, là, il y a un bordel de ouf. Nous, on se dit, mais attends, mais on est comme avant, c'est comme la culture, on a toujours été là, légitime, transparent, nature. Ce qui est vrai, tu vois. Mais simplement, les attentes évoluent. En fait, le fond ne change pas, mais la forme doit évoluer. Et on l'a pas saisi. Et donc, pendant un an, ça a été dur. Des mauvais recrutements, et comme tu l'as dit, un recrutement qui n'est pas le bon peut gangréner tout le reste. Ça a été un peu pourri. Les ruptures conventionnelles qui ont un coût quand même pour la boîte en termes de temps à passer, financier, etc. Et en plus, je te rajoute cherry on the pie, repositionnement de com, où on passe de boîte de prod à agence. Donc un modèle qui est totalement différent. J'ai embarqué les équipes pour un truc de production, donc très lié à la créativité, à un truc, enfin c'est que des créas, tu vois, les gens chez Com. Technique quoi en fait. Technique de ouf, à un modèle où en fait on va parler de KPI, de ROI, de performance, de marketing. Et t'en as plein qui m'ont dit, mais Harold, moi je suis pas venu pour ça, tu vois. Et en plus, je suis venu pour une petite boîte sympa familiale. Là, on me parle de vraie structure. Donc en fait, t'as un désalignement entre ce qu'était Com avant et ce qu'est Com aujourd'hui, qui est naturel à 3 ans, 3-4 ans. Mais qui a été compliqué à vivre parce qu'on n'a jamais eu de départ et là t'en as, donc tu te remets en question, tu te dis mais attends, est-ce qu'au niveau de la culture en fait on n'est pas si ouf que ça? Et donc un espèce d'effet boule de neige qui fait qu'on a pris les devants, on a fait partir pas mal de personnes chez Com, il n'y a jamais eu autant de départs, on a fait partir 8 personnes sur tu vois 35 avant d'être 40, sur 35 c'est énorme, donc tu reconstruis ta culture mais on se rend compte qu'en vrai ça a été la meilleure décision ever parce que même les plus anciens de Com, et tu vois, je pense à Nana qui est donc Anaël, qui est notre DA, qui est arrivé au début de Com, qui est mon ami vraiment, avec qui on a stoppé. Ça s'est extrêmement bien passé, mais c'est juste qu'en fait, c'est plus les mêmes Com, plus les mêmes attentes. Et il y a un moment où il faut avoir aussi un peu le recul de dire, ok, on serre la main et c'est plus la même boîte, donc c'est ok, tu vois. Mais c'est dur, intégrer, c'est dur à vivre et voilà quoi. Non mais carrément, mais je vois très bien ça que nous, par exemple chez Kimono, on avait connu cette période-là, c'était plutôt vers le Covid, etc. Et ça que c'est marrant, tu vois, des fois nous, de toute façon tu connais Olivier, tu connais le bureau de Kimono, tu sais, Olivier il a érigé une sorte de musée, the Hall of Fame de Kimono, etc. Et donc tu vois, il y a toutes les photos à tel anniversaire, à tel truc ou quoi. C'est vrai que dans Kimono, ça va avoir 6 ans quoi. Ça en 2017, ouais, donc ça a même plus de 6 ans. Ça va faire 7 ans du coup. Mais je crois que c'est ça, je crois que Attends, l'idée... moi 2019, 4 ans, donc vous 2017, 2 ans de plus. Ouais, non, c'est ça, il me semble. Hein. Et tu vois, il y a notamment une photo où on est tous à Disney, etc. Et tu vois, c'est encore une époque où on est, je sais pas, peut-être une trentaine, etc. Ouais. Et en fait, c'est marrant de voir, c'était, je sais pas, c'était il y a 4 ans. Et en fait, c'est marrant de voir que sur les 30, il en reste peut-être que 5 aujourd'hui. Et c'est là, en fait,
Et il y a des gens qu'on a fait partir, il y a des gens qui sont partis, etc. Et puis il y en a plein, après, c'est aussi parce que maintenant, les gens, ils restent 2-3 ans dans une boîte, ils vivent une aventure et après, ils vont vivre une autre aventure. C'était une période en plus où tu prends aussi beaucoup de gens qui sont juniors, donc en fait, c'est normal. Ils viennent prendre une première expérience en start-up, puis après, ils vont peut-être aller dans une scale-up ou dans un grand groupe ou quoi. Exactement. En fait, tout ça, c'est la vie normale d'une boîte, mais c'est clair qu'on n'est jamais préparé à ça. Et je sais que maintenant, tu vois, Olivier, encore une fois, principalement, maintenant, depuis franchement 2 ans, niveau RH, niveau recrutement, etc., je pense qu'il marche sur l'eau. Je pense qu'il n'y a pas eu un seul mauvais recrutement chez Kimono, etc. L'équipe est ouf, etc. et tout. Ouais. Mais tu vois, ce que tu décris, on l'a connu, en fait, je pense que c'est à peu près à la même période, c'est ça, au milieu, quand tu commences à dépasser les 2 millions d'euros, que tu veux grossir trop vite, que tu fais des erreurs de recrutement, etc. Quand des fois tu recrutes des gens, il y a aussi de l'affect, tu recrutes quelqu'un parce que tu le connais ou c'est l'ami d'un ami, etc. Et alors qu'en fait, non, un recrutement, c'est presque un truc de nazi, quoi. En fait, faut être dur. Faut être dur et il faut bien faire la bonne fiche de poste, vraiment, mais tout noter, tout ce que tu attends en termes de compétences techniques, compétences humaines, etc. Bien faire, et encore une fois, bien expliquer aussi à la personne dans quelle boîte elle met les pieds, quelles sont les valeurs, quelle est la culture, quelle va être la mission, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, etc. Et tout ça, ça se prépare, ça prend du temps et il ne faut surtout pas le faire à l'arrache, quoi. C'est clair, et deux points de plus vraiment qui m'ont servi d'enseignement sur la partie RH et recrutement, c'est de plutôt sous-vendre ta boîte plutôt que de la survendre, parce que souvent tu as tendance à vouloir embarquer la personne en disant putain c'est ouf, on fait ci, on fait ça, et il n'y a rien de pire qu'une désillusion ou que le fait de se dire ah je pensais que c'était encore mieux que ça, alors qu'à l'inverse d'être modeste dans ce que sera ta boîte, et a priori t'es quand même une bête de boîte, donc t'es assez confiant, mais que le mec se dise c'est encore mieux que ce que je pensais, ça c'est le meilleur hack ever, je trouve, et c'est comme ça qu'on a eu les meilleurs des talents qui se projettent sur le temps, tu vois, avec nous. Et le second point, c'est quand tu as absolument besoin de recruter, tu vois, tu es directrice de l'agence, tu as besoin d'une chef de projet, tu ne gères pas toi-même le recrutement, parce qu'en fait tu trouveras toujours le meilleur moyen de te dire que chaque personne est la bonne personne, parce qu'en fait ton inconscient te dit tu as besoin de cette personne chez toi, donc peu importe qui c'est, ce sera la bonne personne. Et en fait ça, quand tu évites ça et quand tu te dis que les premières phases de recrutement sont faites par des gens qui n'ont pas besoin de ce recrutement, et donc qui sont très focus sur vraiment la compétence même et non pas juste la nécessité d'avoir ce poste, c'est un hack qui nous a grave servi. Donc ça, c'est des tips que aujourd'hui chez Com, il y a un ou une DRH ou un chief of staff ou un truc comme ça. Ouais, Alexandre qui nous a rejoint il y a maintenant 6 ou 8 mois, qui s'occupe de la partie RH. La partie vraiment humaine, que ce soit interne ou même externe, avec, je suppose que forcément, vous avez des consultants, des freelances, et autres qui travaillent pour vous. Ouais. Ok, écoute, ça en tout cas, merci d'avoir partagé tout ça, parce que c'est vrai que je pense que on n'entend pas souvent parler, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Ouais. Aujourd'hui, vous allez rentrer, vous, là, comme dans une nouvelle ère. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on voit, tu nous parles de la rentrée, pas en gonflant les épaules, mais on sent que vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle étape dans la vie de Com. Bon, moi, du coup, je suis au courant. Je sais que vous êtes en train de lever des fonds. Ouais. Je sais pas, est-ce que pareil, c'est une nouvelle étape pour vous? Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi vous faites cette levée de fonds maintenant, alors que vous êtes rentable? Est-ce que voilà, tu peux un peu nous en parler? Bien sûr. Avant même de parler de la levée de fonds qui est moins en adéquation avec cette rentrée où on a les pecs gonflés, ce qui est une réalité, c'est moins, il n'y a pas forcément de corrélation entre les deux. Le fait qu'on arrive vraiment bien déter sur cette année, c'est qu'on a 3 mois où on a fait tout ce cleanage de boîte qui a été dur et qui a été finalisé. Et ça, j'ai piqué ça à Théo Lyon, que j'aime beaucoup, qui parlait de saison. Tu fermes vraiment la saison 1 de Com, qui a été les 4 premières années, pour ouvrir la seconde saison. Et cette seconde saison, elle a plein d'ambitions. Et la levée de fonds participe et contribue à ces nouvelles ambitions. Mais donc le Com un peu 2.0, qui est le nouveau Com, c'est de continuer à croître, de se structurer comme une vraie entreprise. Donc on ne perd pas nos valeurs, on ne perd pas notre culture, notre savoir-faire, c'est sûr. Simplement, on la rend plus carré, vraiment, c'est un petit peu moins en mode à l'arrache. Et la levée de fonds va nous servir aussi à racheter les entreprises. Donc on a une logique de M&A, d'intégrer des structures chez Com. Donc là on essaie de racheter, enfin c'est même pas on essaie, on doit racheter entre 1 et 2 boîtes d'ici 12 à 24 mois. C'est notre ambition. Donc le fait de lever des fonds permet d'alimenter ça, cette partie M&A, puisque la boîte est rentable, on fait entre 20 et 25% d'EBITDA, donc on peut très bien continuer à croître comme on le souhaite. Il y a ça, il y a aussi une partie de structuration de la partie commerciale, comme je t'ai dit jusqu'à aujourd'hui que de l'inbound grâce à notre communication, mais là on a envie de passer à l'échelle supérieure et donc de créer vraiment un pôle commercial
avec un head-off qui coûte cher, avec des commerciaux qui peuvent coûter cher, et donc vraiment d'avoir cette logique d'outbound à mettre en place là dans notre stratégie. Et on a une ambition forte, tu vois, on a envie de réaliser là d'ici 5 ans, parce qu'on a fait un peu notre BP, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, répartis entre la croissance organique et la croissance externe. Mais donc c'est des ambitions qui sont élevées, qui sont largement atteignables au vu de notre historique et de ce qu'on projette. Mais voilà, donc la levée de fonds va permettre de pouvoir chercher encore plus de dettes auprès des banques et autres pour faire du M&A, donc de la croissance externe. Ok, donc du coup il y a deux sujets intéressants, la levée de fonds et le M&A derrière. Donc le M&A, on le répète, c'est le fait de faire de la croissance externe en rachetant d'autres structures. Pour la levée de fonds, tu peux donner un peu des montants, combien vous cherchez, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous vous faites accompagner et comment tu t'y es pris en fait, grosso modo? Alors, pas mal de questions qui sont en lien avec cette levée. Pour le début, donc on lève 1 million d'euros qu'on a closé quand même en 6 semaines. Et ça, je suis assez fier de le dire parce que j'ai lancé le bordel début août en mode vas-y, c'est août, personne va voir ça. On m'en reparlera en septembre. En fait, j'ai été submergé de demandes en août et ça, je pense que c'est un vrai marqueur. C'est pas pour gonfler les pecs, c'est juste un vrai marqueur de sexiness de brand. C'est que les gens sont embarqués, ont envie d'être avec nous dans l'aventure. Donc, lever 1 million d'euros en 6 semaines, c'est quand même exceptionnel, je trouve. Et on lève donc 1 million d'euros et on a été accompagné Full BA du coup? Full BA, que des business angels, que du friends and family, donc c'est pas ricochet des amis d'amis, mais vraiment c'est un cercle assez proche. Donc on a mis la main dans la création d'un pack d'associés qu'on n'avait jamais eu, la compréhension de tous tes choix de valorisation, ce que tu valorises aujourd'hui aura un impact demain dans 3, 5, 10 ans quand tu revends ta structure. Donc on a appris tout ça, c'était hyper intéressant. Et on se fait accompagner par Michael Ouzmezguine et Vincent Pastor, qui sont 2 nouveaux associés de Com, qui nous ont en fait accompagnés lors du rapprochement il y a 1 an avec l'entreprise qui voulait donc nous intégrer à leur groupe. Ils nous ont aidés pour valoriser au mieux Com, parce que c'est un vrai bordel la due deal. Pendant exactement 6 mois, on nous a ouvert en deux, on a regardé tout de A à Z pour valoriser la boîte. Ils ont réussi à faire valoriser la boîte 3 fois ce que nous on avait imaginé avec Flo, littéralement 3 fois, donc ce qui est quand même assez ouf. Tu peux donner ça que, encore une fois, tu donnes les chiffres si tu peux les donner, etc. Mais je pense que ça peut être aussi intéressant pour les gens de savoir en fait aujourd'hui quelles sont un peu les différentes techniques, comment on peut valoriser une agence, du coup, une agence qui est rentable, qui a déjà 4 ans, une quarantaine de salariés, etc. Quels sont un peu les différentes KPI qu'on peut prendre et les différents multiples qu'on peut avoir? Carrément, là pour le coup j'ai bien mis la main dedans, donc ce que je peux donner, enfin c'est un bon conseil je pense même pour ceux qui imaginent à un moment faire des phases de due deal, mais toi tu as un multiple d'EBITDA dans le service et dans notre industrie, c'est un multiple d'EBITDA. Donc quand tu as une boîte, l'EBITDA, pareil, on peut dire aux gens ce que c'est. C'est le résultat net. C'est vraiment ce qui te reste sur ton compte bancaire une fois que tu as payé tes charges, l'URSSAF, l'IS, etc. Donc après impôt. Après impôt. Et donc quand tu es à 20-25% d'EBITDA, c'est que tu as une boîte qui est très rentable et ça fonctionne bien. C'est notre cas d'usage et c'est de toute façon ce qu'il faut cibler. Et en gros, tu fais un multiple qui peut se faire entre x6 et x12. Donc c'est assez large en termes de possibilités. Mais ça dépend de plein de choses. La sexiness de ta brand, ce que tu peux apporter en nature, tes ressources internes, tes capex, etc. qui font que tu vas valoriser plutôt à la hausse ou à la baisse ta structure. Et donc, en fonction aussi de à qui tu revends. Est-ce que tu revends à un institutionnel? Est-ce que tu revends à une industrie? Est-ce que tu revends à Pierre-Paul ou Jacques, quoi? Ouais, il faut faire bien attention et c'est hyper intéressant parce que quand tu te rapproches d'une structure, tu as ce qui sont les conditions en l'état et tu as ce qui sera les conditions sur 3, 4, 5 ans qu'on appelle l'earn-out. Et tout ça, c'est un jeu d'échecs qu'il faut maîtriser au millimètre parce qu'une virgule dans un dossier, bon une virgule non, mais une phrase dans le dossier que tu constitues qui est la LOI, la LOI qui est donc un peu le contrat que tu signes avec la personne qui veut te rapprocher, ça t'engage sur plein de choses et tu n'as pas intérêt à te planter. Donc ça a été 6 mois compliqués émotionnellement de ouf parce que quand tu as une boîte qui cravache, qui a en plus subi un peu ces changements et en plus à partir de 19h tu te fais une deuxième journée qui est ton rapprochement, ça a été très dur. Donc là tu parles du coup de l'exercice que vous avez fait l'année dernière. Absolument. Avec cette tentative de rapprochement par un tiers et du coup là vous avez refait quand même aussi, du coup vous avez gagné du temps parce que vous avez refait l'exercice là cet été pour en fait la valorisation de Com dans le but de cette première levée de fonds. Absolument, et donc en plus je te disais ça pour rattacher en 2 secondes sur la levée, c'est qu'on a dans cette phase de rapprochement il y a 1 an intégré Michael et Vincent dont je viens de te parler, qui nous ont aidés à valoriser au mieux Com, qui eux prenaient un pourcentage sur le rapprochement et donc c'était des gros montants. Ça s'est pas fait, on a quand même créé des liens d'amitié parce qu'en 6 mois à être matin, midi et soir ensemble, tu crées des liens. Et donc ce qui fait qu'ils nous ont dit, ça s'est pas fait parce qu'on a décidé de ne pas partir avec ce groupe. Et ils nous ont dit, les gars, vous avez une boîte de dingue, vous êtes ultra rentable, vous avez une sexiness de fou. Nous, on est chaud d'intégrer au capital Com et de valoriser au mieux Com, de la structurer, de la rendre vraiment
entreprise, enfin tu vois, une vraie entreprise. Et en 2 secondes, mais tu vois, Michael Ousmezgin, il a vendu sa boîte, je crois, plus de 150 millions, c'est numéro 2 de foncière, enfin c'est une machine de guerre. Et c'est un mec il a fait plus de 30 acquisitions, donc de M&A, avec Foncia l'année dernière. Donc c'est un mec qui maîtrise ça comme personne. Et donc là, il a intégré en associé com pour nous aider sur cette phase de M&A. Et je termine là-dessus, mais donc du coup, la levée de fonds, ils nous ont aidés dans la partie structuration plus qu'au niveau du réseau, tu vois, mais voilà. Ok, donc du coup, là, voilà, cette levée de fonds du coup, qui se boucle cet été. Ouais. Donc, je suppose que là, après, il y a de tout l'administratif, etc. Ouais. Ça sera bon du coup là pour cet automne, quoi, Ouais. grosso modo. Et donc, dans le but donc, de faire du M&A, donc de faire de la croissance externe, de racheter du coup d'autres boîtes, ça pareil, c'est hyper intéressant. Moi, j'en ai jamais fait personnellement, mais j'avoue que c'est quelque chose que je rêve de toucher. Comment va se faire le choix du coup de ces boîtes que vous allez approcher en termes de taille, en termes de vertical, de secteur, etc. Est-ce que vous avez un petit peu déjà en fait mis sur papier, et encore une fois sur ce qui peut être dit Bien ou sûr, pas, ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Au niveau, tu as des grands critères, donc je rentre peut-être dans les principaux. C'est il faut que ce soit complémentaire au vertical de Com et que Com ait un asset intéressant pour cette boîte pour la faire leverager, pour la faire grossir. Donc c'est de se dire que je te dis n'importe quoi, c'est pas du tout pour le coup une des verticales. Mais demain, tu peux dire qu'on pense les campagnes, on les produit, on les diffuse. Il faudrait peut-être potentiellement avoir une boîte qui gère les réseaux sociaux des entreprises parce que ce serait cohérent, tu vois, d'alimenter cette campagne. Potentiellement d'intégrer une boîte comme celle-ci, de la racheter, ça lui permet à elle de bénéficier de tout le business de Com, de tous les clients de Com. Et pour nous, d'avoir un nouveau service à proposer à Com qui est complémentaire à ce qu'est Com aujourd'hui. Et donc, c'est une boucle vertueuse. Donc ça, c'est un premier critère, c'est que ce soit complémentaire. Le second, c'est que ce soit une boîte à taille humaine. On ne veut pas que ça dépasse les 6-7 personnes, parce que tu as des sujets de culture. Quand on est 40, on a notre culture qui est quand même très apparentaire et assez forte. Et quand tu fais merge 2 boîtes qui sont 40 et 40, le rapprochement est compliqué culturellement. Ouais. Quand tu intègres 4, 5, 6 personnes, ça se fait beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un critère qui est important. Le troisième, évident, c'est EBITDA positif. En fait, quand tu intègres des structures, tu as ces sujets de vertical, mais tu as aussi un sujet de valorisation de ton groupe. Et donc nous, le but, c'est de racheter de l'EBITDA, c'est de racheter des boîtes qui sont déjà rentables et à qui on va se dire, quand vous faites, je te dis n'importe quoi, 200 000 euros d'EBITDA, avec Com, avec le fait qu'on vous balance des clients, avec le fait qu'on vous mette en avant sur nos réseaux, sur le média, vous allez faire 280 ou 290. Eux, c'est bien parce qu'ils gagnent plus. Nous, c'est bien parce que c'est de l'EBITDA qu'on intègre à Com. Donc, c'est une spirale un peu vertueuse. Je ne sais pas si on rentre dans le détail de tout ça, mais j'essaie de rester assez grossier dans ça. Mais voilà, c'est ça les 3 critères principaux, on va dire, de recherche pour le Et rachat. ça, là, pour toute cette partie-là, vous allez vous faire accompagner ou c'est quelque chose que tu vas, ou toi-même, tu vas être hyper hands-on, etc., où tu vas vraiment mettre beaucoup de jus de cerveau et même de l'opérationnel dans cette recherche et en fait, dans tous ces meetings et toutes ces étapes, parce que ça se fait pas en 2 meetings, tu signes pas une due deal en trouvant un modèle sur Google. Donc bref, c'est quand même assez compliqué. Je suppose que vous faites accompagner pour ça. Par Mika et Vincent qui ont intégré au Capital Com, ils sont dédiés à ça. Donc eux, c'est nous, on identifie avec eux les bonnes boîtes qui correspondent à tous ces critères. Eux ont cette phase de due deal quand c'est intéressant. Je vais très vite, mais ils regardent, ils ouvrent, ils se disent là ça a de la gueule ou pas. Et quand ça a de la gueule ou non, là, on commence à discuter, on voit si ça a du sens au niveau des verticales, au niveau des équipes, au niveau de la culture, etc. Donc c'est comme ça que ça va un peu s'orchestrer. Moi, ce sera la première fois que je vais le faire. Je suis un mec qui pour le coup, sait me remettre en question de fou et qui suis déter pour monter en compétence sur plein de sujets. Mais je suis totalement persuadé de ne pas avoir la science infuse. Et ces sujets comme le M&A, tu as besoin d'avoir des experts. Et c'est pour ça qu'on a intégré Mika et Vincent qui, eux, maîtrisent ces sujets. Tu vois, le M&A, c'est un métier d'enfoiré. Tu vois, c'est un vrai business. Donc, il fallait qu'on intègre ces personnes au capital. Ok, trop cool. Est-ce que du coup, il y a peut-être des questions, des choses dont tu aurais aimé parler et que je ne t'ai pas posé comme question? Écoute, non, nouvelle boîte, nouveaux enjeux, plein d'ambitions. Comme 2.0, du coup, saison 2. Ouais, let's Saison go. 2. Donc il y a le casting, il y a des acteurs qui n'ont pas passé du coup la saison 1. Ouais. Il y a des nouvelles guests qui arrivent dans la saison 2. Il va y avoir pas mal de rebondissements, du coup, ça va être pas mal. Mais en tout cas, moi j'ai hâte de voir cette saison. Merci encore Harold d'être venu avec nous. On remercie également le Crayon qui nous a accueillis dans ce super spot avec vraiment ce setup hyper sympa. Merci à vous. On remercie évidemment Shine, le sponsor du podcast et tout, et Juliette, qu'on embrasse, qui est toujours là pour me soutenir dans tous mes projets. Et merci beaucoup, Com. Je crois qu'on se voit tout à l'heure, parce qu'on est tous les deux invités à l'event de notre ami Alec Henry qui était à ta place là, juste avant. Donc je sais pas
Si Quand est-ce que tu ton vas épisode il va diffuser, être avant, après, etc. Je pense que je vais les passer en fonction de votre fame à chacun. Je vais aller du Dès que ça plus grossit famous. bien qu'il y a un bon Voilà. truc. Donc en fait, voilà, j'espère que tu seras pas l'épisode 10, etc. J'espère si je le prendrai très mal. Non, je sais pas encore comment je vais faire, etc. Mais en tout cas, merci beaucoup Harold. Merci à toi, C'était Anto. très cool. J'ai adoré l'exercice, j'ai adoré la discussion avec toi et je te dis à tout à l'heure pour l'apéro, quoi. Ça roule. Merci. Merci Ciao. à toi. Bye Ciao, bye. ciao à tous.